Une serveuse noire bienveillante a payé le café d'un vieil homme, sans savoir qu'il s'agissait d'un milliardaire en quête de réponse. Regardez-moi ça, encore un mendiant qui essaie de se faire passer pour un client. La voix du gérant Christopher trancha dans le brouhaha du café comme un couperet. Je vous l'ai déjà dit, ici, ce n'est pas un centre d'accueil. Pas d'argent, pas de service. Les regards curieux des clients convergèrent vers le vieil homme aux cheveux gris, mal habillé, qui se tenait au comptoir. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il fouillait les poches vides de son manteau usé. « Je vous jure que j'ai pris mon portefeuille, murmura-t-il, la voix tremblante de gêne. Je voulais juste un café pour me réchauffer un peu avant de rentrer chez moi. Et moi, je veux des clients qui paient, rétorqua Christopher en désignant la porte. Nous avons une politique stricte, pas de clochards. Vous faites fuir les vrais clients. Maya Dubois, 28 ans, observait la scène tout en nettoyant une table à proximité. En 6 mois de travail ici, elle avait appris à savoir quand intervenir et quand rester invisible. Mais quelque chose dans cette situation réveilla un souvenir douloureux qu'elle avait tenté d'enfouir, celui de sa grand-mère, traitée comme une intruse dans un grand magasin à cause de sa démence. Un silence pesant s'installa dans la salle alors que le gérant poursuivait publiquement son humiliation. Vous devriez essayer le refuge de la 3e avenue. Ils servent de la soupe gratuite pour les gens dans votre cas. Un rire étouffé s'éleva d'une table voisine, où 3 cadres en costume regardaient la scène comme un spectacle gratuit. Ces vieux croient que tout leur est dû, lança l'un d'eux, assez fort pour que tout le monde entende. Maya prit une profonde inspiration, redressa son tablier et s'avança résolument vers le comptoir. Son regard croisa brièvement celui du vieil homme. Elle y vit non seulement de la honte, mais aussi une dignité qui refusait de céder complètement. « Je vais payer son café », annonça-t-elle en posant un billet de 5 $ sur le comptoir. Ce billet représentait la moitié de ses pourboires de la journée, une somme dont elle avait besoin pour payer le bus toute la semaine. Christopher se tourna vers elle, les yeux furieux. « Maya, ne te mêle pas de ça. Ce n'est pas ton problème. C'est une question de décence humaine, répondit-elle d'une voix calme mais ferme. Et s'il y a quelqu'un ici qui devrait avoir honte, ce n'est certainement pas lui. Le gérant arracha l'argent. Votre café est servi, monsieur. Offert par notre employé, qui pense apparemment pouvoir prendre des décisions à la place de la direction. Le vieil homme regarda Maya avec une gratitude sincère, redressant un peu les épaules tandis qu'elle l'accompagnait jusqu'à une table. Merci, murmura-t-il. Je ne m'attendais pas à de la gentillesse aujourd'hui. Maya se contenta de sourire. Ma grand-mère disait toujours que la gentillesse ne s'attend pas, elle se pratique. Le lendemain, Maya fut convoquée dans le bureau du gérant avant même de commencer son service. Christopher l'attendait avec cette expression de fausse compassion qu'elle connaissait trop bien, la même qu'il arborait avant de renvoyer un employé. Maya, tu comprends que c'est un commerce ici, pas une œuvre de charité. Il ne lui laissa pas le temps de répondre. Ton comportement d'hier était inapproprié et insubordonné. Pire encore, tu as humilié le personnel et la direction devant les clients. J'ai payé de ma poche, protesta-t-elle. Ce n'est pas une question d'argent, répliqua-t-il, perdant son calme. C'est une question d'autorité. Tu nous as tous fait passer pour des insensibles afin de te faire passer pour une héroïne. C'est inacceptable. Lorsqu'il posa le formulaire d'avertissement sur la table, Maya ressentit la première véritable angoisse. C'était son 3e emploi en 18 mois, le seul qui lui permettait de payer le loyer et les médicaments de sa mère. Signe ça, ordonna Christopher. Et considère que tu es en période d'essai. Encore un incident comme celui-là, et tu es renvoyé. Alors qu'elle signait le document, la main légèrement tremblante, Maya remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement du gérant, une nervosité inhabituelle, comme s'il était lui-même sous pression. Son regard ne cessait de se tourner vers la caméra de surveillance dans le coin de la pièce, une chose qu'il ne faisait jamais auparavant. À la fin de son service, épuisée et démoralisée, Maya récupéra ses affaires dans son casier. Là, cachée parmi ses effets personnels, elle trouva une petite enveloppe blanche sans aucune indication.
À l'intérieur, un billet de $100 et une carte sur laquelle il était écrit simplement: Merci pour votre gentillesse. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. En tenant la carte, Maya ressentit un frisson parcourir son dos. Elle regarda autour d'elle, mais elle était seule dans le vestiaire. Pourtant, elle savait que ce geste inattendu n'était pas qu'un simple remerciement. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner pour sa mère malade dans le petit appartement qu'elle partageait, Maya ne pouvait s'empêcher de penser au vieil homme et à cette carte mystérieuse. Ce qui l'intriguait le plus, ce n'était pas l'argent, mais le regard de l'homme non seulement reconnaissant, mais porteur de quelque chose de plus profond, comme celui de quelqu'un qui venait enfin de trouver ce qu'il cherchait depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent, Christopher transforma l'avertissement en une mission personnelle, surveillant chacun des gestes de Maya comme un faucon affamé. Encore en attente pour la tournée. 8 minutes de retard, murmura-t-il à son oreille alors qu'elle tentait d'équilibrer un plateau lourd. Et tu as encore oublié le comptoir à condiments. Ses collègues commencèrent à l'éviter, comme si l'indignation du manager était contagieuse. Seule Élise, une serveuse récemment embauchée, semblait immunisée à cette mise à l'écart forcée. Ce que tu as fait était incroyable, confia Élise pendant une pause dans la salle de repos. Tout le monde en parle, mais personne n'a le courage de te le dire en face. Parler de quoi, exactement? Christopher a un surnom parmi nous, le Terminator. Ce n'est pas la première fois. Élise lui montra des publications dans des groupes locaux relatant des expériences similaires dans ce café. L'une des plus récentes disait: Désolé si on n'a pas l'air assez riche pour boire un café chez vous. Pourquoi personne ne le dénonce? Le propriétaire ne vient jamais et Christopher est de sa famille. Élise baissa la voix. Il contrôle les plannings et les pourboires. Toute personne qui se plaint se retrouve avec les pires horaires ou est poussée vers la sortie. C'est alors qu'un homme en costume impeccable entra dans le café. Maya le remarqua immédiatement, non pas à cause de ses vêtements coûteux, mais à cause de ses yeux. Ils étaient les mêmes que ceux du vieil homme, mais sur un visage transformé, pas de barbe, cheveux parfaitement coiffés, posture droite. Christopher, apercevant ce client apparemment fortuné, s'approcha avec un sourire que Maya ne lui connaissait pas. Bienvenue, monsieur. Puis-je vous recommander notre café importé spécial? Il ne figure pas sur la carte. Nous le réservons à des clients triés sur le volet. L'homme sourit poliment. Merci. La serveuse qui a aidé un vieil homme, est-elle ici aujourd'hui? Le sourire de Christopher se figea. Je suis désolé, monsieur, je ne vois pas de qui vous parlez. Je peux très bien m'occuper de vous moi-même. J'insiste. J'aimerais être servi par elle. Christopher fit signe à Maya avec un geste raide. Ce monsieur vous demande. L'homme lui tendit la main. Enchanté de vous rencontrer officiellement, Maya. Je suis Édouard Lemoine. Ce nom frappa Maya comme la foudre. Édouard Lemoine, le milliardaire philanthrope, parfois vu dans des reportages sur des dons de plusieurs millions. Le même homme qu'elle avait défendu, déguisé en vieillard. J'aimerais vous inviter à discuter, dit-il en lui tendant une carte dorée. Ce n'est pas un entretien d'embauche. C'est pour quelque chose de bien plus important. Ce soir-là, en faisant des recherches chez elle, Maya découvrit que Lemoine n'était pas seulement riche. Il était célèbre pour investir dans des personnes et des causes négligées par les autres. Plus intriguant encore, il possédait une chaîne de café en concurrence directe avec celle où elle travaillait. Avant de lancer de nouveaux projets, Lemoine avait l'habitude d'observer les lieux incognito, afin de capter les comportements authentiques. Cette méthode était connue sous le nom de « test Lemoine ». Le lendemain matin, une lettre officielle arriva chez Maya. À l'intérieur, une invitation à déjeuner à l'hôtel Alexander, accompagnée de vieilles photos du café où elle travaillait. Les clichés montraient un établissement d'origine datant des années 1920, avec l'enseigne « Café du Bois » en façade. Une note manuscrite disait: Astérie, ta grand-mère avait raison sur la bonté.
Et tu devrais peut-être savoir que cet endroit a une histoire que quelqu'un cherche à te cacher. Maya tenait les photos avec des mains tremblantes. Dubois, son nom de famille. Coïncidence ou lien? En fin de journée, Maya trouva une clé USB dans son casier avec une étiquette. À regarder avant le déjeuner de demain. Chez elle, elle découvrit 3 fichiers. Des archives historiques prouvant que le café appartenait à la famille Dubois dans les années 1930. Des photos récentes montrant des actes de discrimination dans l'établissement. Et, plus choquant encore, un contrat de partenariat daté de 1932, prouvant que le café n'avait jamais été vendu, mais volé par fraude quand son arrière-grand-père était tombé malade. Ma resta silencieuse, absorbant la révélation. Cet endroit, où elle avait toujours été traitée comme une étrangère, avait en réalité été construit par sa propre famille. Un héritage volé par la discrimination systémique, qu'il était enfin possible de dévoiler, près d'un siècle plus tard. Son téléphone vibra. Un message de Élise, Christopher panique. La maison mère envoie des inspecteurs demain. Accusation grave de discrimination. Qu'est-ce que tu as fait? En tapant sa réponse, Maya sentit naître en elle une détermination profonde. Ce n'était pas de la colère impulsive, mais quelque chose de plus puissant. Dans la pénombre de sa petite cuisine, éclairée par la lumière de son ordinateur, Maya Dubois n'avait plus rien d'une serveuse intimidée. Elle ressemblait désormais à une héritière prête à revendiquer son héritage volé. Quand la justice met presque un siècle à arriver, murmura-t-elle, son arrivée doit être parfaite. L'hôtel Alexander était un monument d'élégance à l'ancienne, avec ses colonnes de marbre et ses lustres qui avaient vu défiler des décennies de réunions entre puissants. Vêtue de sa seule robe habillée, Maya traversa le hall sous les regards intrigués. Édouard Lemoine l'attendait dans un salon privé, debout près de la fenêtre. Il n'était pas seul. Une femme d'âge mûr, aux cheveux gris impeccablement relevés, et un homme plus jeune portant des lunettes modernes se levèrent à son entrée. Maya Dubois, voici Marguerite Chenal, mon avocate d'entreprise, et Jacques Valois, spécialiste en droit immobilier et en justice réparatrice, présenta Lemoine. Nous avons examiné les documents, dit Marguerite sans détour. Le contrat de 1932 est manifestement frauduleux. Votre arrière-grand-père, Thomas Dubois, n'a jamais vendu le café. Il lui a été arraché alors qu'il était hospitalisé. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé, ajouta Jacques en réajustant ses lunettes. Pendant la Grande Dépression et les années suivantes, de nombreuses propriétés appartenant à des familles noires ont été spoliées. Le système était conçu pour que ces cas ne soient jamais revus sérieusement. Maya écouta attentivement alors que des diapositives défilaient à l'écran, images du restaurant d'origine, actes de propriété, et une chronologie détaillée démontrant comment la famille Moreau avait systématiquement effacé la contribution des Dubois. La question est, dit Lemoine en s'asseyant face à elle, que voulez-vous faire de ces informations? Pendant ce temps, au café, Christopher vivait son propre cauchemar. 2 cadres du siège social étaient arrivés sans prévenir, exigeant l'accès aux dossiers de recrutement, aux plaintes des clients et aux enregistrements de vidéosurveillance. Ce n'est qu'un audit de routine, assura l'un d'eux, bien que son ton laissait entendre le contraire. En fouillant dans ses dossiers, Christopher tomba sur quelque chose d'inquiétant, un vieux dossier étiqueté Dubois, qu'il n'avait jamais vu auparavant. À l'intérieur, des photos en noir et blanc du café d'origine, montrant une famille noire fièrement posée devant l'entrée. Son téléphone sonna. Christopher Moreau, répondit-il d'un ton qu'il voulut assurer. Monsieur Moreau, dit une voix froide et professionnelle, ici le service juridique du groupe Lemoine Hôtellerie. Nous vous notifions une action en justice concernant la propriété connue sous le nom de Moreau Maison de Café, anciennement Café de la famille Dubois. Le sang de Christopher se glaça. Il raccrocha aussitôt et appela son père, Richard Moreau, vice-président régional de la société. Papa, on a un problème, dit-il d'une voix tremblante. Ça concerne le café, les Dubois. Un long silence suivit. Puis, qui a découvert? La serveuse. Maya Dubois. Nouveau silence. Elle sait quoi? Apparemment, tout.
Et elle a Édouard Lemoine de son côté. Le souffle lourd de son père fut la seule réponse pendant plusieurs secondes. Viens dans mon bureau, tout de suite. 3 heures plus tard, Maya retourna au café, accompagnée d'Édouard Lemoine, de ses avocats, et d'une équipe de tournage discrète. Les clients habituels observaient curieusement le groupe s'installer à une table centrale. Christopher sortit de son bureau, le visage blême, aux côtés de Richard Moreau, plus grand, plus âgé, mais portant la même expression d'arrogance héritée. Monsieur Lemoine, salua Richard d'un sourire forcé, à quoi devons-nous l'honneur? Édouard ne répondit pas. Il fit un signe à Maya. Elle se leva, calme et déterminée. Messieurs, mesdames, dit-elle, j'aimerais vous montrer quelque chose, à vous et aux clients de cet établissement. D'un clic, les lumières s'éteignirent et un projecteur illumina le mur principal. La première image montrait le café original de 1932, café de la famille Dubois inscrit en toutes lettres sur la devanture, avec la famille de Maya fièrement rassemblée devant. Ce café a été construit par Thomas Dubois, mon arrière-grand-père, annonça Maya d'une voix étonnamment ferme. C'était le premier établissement de la ville à servir aussi bien les clients noirs que blancs, à une époque où cela relevait de la Révolution. Les images défilaient, documents, lettres, le contrat frauduleux signé alors que Thomas était hospitalisé pour une pneumonie. Lorsque mon arrière-grand-père est tombé malade, Henri Moreau, votre grand-père, Monsieur Moreau, a falsifié des documents pour transférer la propriété à la famille Moreau. Le café n'a jamais été vendu. Il a été volé. Des murmures parcoururent la salle. Élise et d'autres employés observaient, bouche bée. Richard Moreau fit un pas en avant, mais Christopher l'arrêta, les yeux rivés sur une nouvelle image à l'écran, son propre courriel, envoyé au siège social 2 ans plus tôt. J'ai découvert d'anciens documents relatifs à l'acquisition initiale de la propriété. Problème juridique potentiel avec Dubois. Recommande de détruire et de nier toute connaissance en cas d'interrogatoire. Astérisque. Le silence était total. Christopher fixait Maya avec un mélange de choc et de colère. Comment ces fuites ont-elles eu lieu, demanda-t-il. Elle répondit simplement. Apparemment, quelqu'un dans le service informatique de l'entreprise avait conservé des copies. Richard fut le premier à retrouver son calme. Ce ne sont que des allégations sans fondement. Les documents peuvent être falsifiés. Les récits, inventés. C'est alors qu'Édouard Lemoine prit enfin la parole, sa voix calme tranchant l'atmosphère comme un couteau. C'est pour cela que nous avons aussi invité ces personnes. Les portes principales s'ouvrirent, et des caméras de 3 chaînes de télévision entrèrent, suivies de journalistes et, plus surprenant encore, du PDG du groupe. Monsieur Moreau, dit le PDG d'un ton calculé et glacial. Il semble que nous ayons ici un sérieux problème d'héritage. Le visage de Richard devint écarlate. John, nous pouvons régler ça en interne. Ce temps est révolu, l'interrompit le PDG. Puis, se tournant vers les caméras, il déclara. En tant que PDG du Moreau Hotellerie Group, je suis profondément troublé par ces révélations. Nous lançons une enquête complète et nous engageons à réparer toute injustice historique mise au jour. Christopher chancela, s'appuyant sur le comptoir. Ça va nous anéantir, murmura-t-il. Maya le regardait, non pas avec triomphe, mais avec une détermination tranquille. Non, répondit-elle assez bas pour que lui seul l'entende. Cela va restaurer ce qui n'aurait jamais dû être volé. Tandis que les caméras tournaient et que les journalistes posaient des questions, Maya resta impassible, croisant parfois le regard d'Édouard Lemoine. L'homme qui était entré dans sa vie comme un vieillard humilié lui adressa alors un léger signe d'approbation. Le café n'avait jamais été aussi silencieux et, en même temps, aussi chargé de bruit contenu, le bruit de décennies d'injustice enfin confronté à la lumière du jour. Ce soir-là, alors que l'histoire faisait la une de tous les journaux locaux, Maya était assise dans la cuisine de son petit appartement, regardant sa mère malade s'endormir paisiblement pour la première fois depuis des mois. Une histoire de vol et d'effacement était en train d'être réécrite, non pas par vengeance, mais par vérité. Et cette vérité, Maya le comprit en éteignant la télévision,
n'était que le commencement de quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé en tendant 5 dollars à un inconnu dans le besoin. 3 mois se sont écoulés depuis le jour de la révélation au café. Ce qui avait commencé comme un fait divers local devint rapidement une affaire emblématique de justice réparatrice qui attira l'attention nationale. Maya s'arrêta devant l'ancien bâtiment historique, désormais rénové. L'enseigne originale du café de la famille Dubois brillait à nouveau sur la façade, restaurée à partir de vieilles photos. Les nouvelles portes vitrées reflétaient son visage, ce n'était plus celui d'une serveuse intimidée, mais celui d'une femme ayant retrouvé non seulement une propriété, mais aussi sa place dans l'histoire. « Tu es prête ?» demanda Édouard Lemoine en s'approchant doucement. « J'ai l'impression que ce n'est pas réel », répondit-elle en contemplant le bâtiment, désormais propriété légale de la Fondation Dubois, créée grâce à un accord d'1 million de dollars que le Moreau Hotellerie Group avait été contraint de verser. « Ta grand-mère serait fière », dit-il. Derrière eux, une petite foule s'était rassemblée pour la réouverture, journalistes, habitants du quartier, et surtout des jeunes issus de communautés marginalisées, sélectionnés pour participer au programme de formation au métier de l'hôtellerie qui allait être proposé dans ce lieu. Dans un café de l'autre côté de la ville, Christopher Moreau fixait une tasse de café bon marché. Son père, Richard, avait démissionné de l'entreprise après le scandale, et Christopher avait été publiquement renvoyé dans le cadre de la restructuration d'intégrité annoncée par le PDG. « Votre commande, monsieur ?» demanda un jeune serveur qui ne le reconnut visiblement pas. Une bénédiction déguisée. Christopher ne leva même pas les yeux. Juste un café. Le moins cher. Plus de cartes de société, plus de voitures de fonction, plus d'appartements de luxe. La chute avait été rapide et brutale. Les réseaux sociaux avaient fait de lui le symbole des discriminations d'entreprise. Son nom et son image circulaient dans les reportages sur l'affaire. Au café de la famille Dubois, Maya coupa le ruban sous les flashs. À ses côtés, sa mère en fauteuil roulant souriait à travers ses larmes. « Cet espace ne sera pas qu'un café », déclara Maya au micro. « Ce sera un lieu d'opportunité et de mémoire. Chaque tasse servie ici racontera une histoire de résistance, et chaque client y sera accueilli avec la dignité que chaque être humain mérite. » Les applaudissements résonnèrent dans la rue. Dans la foule, Élise souriait de toutes ses dents, elle était désormais la responsable des opérations du nouvel établissement. Cet après-midi-là, après le départ de la foule, Maya trouva Édouard assis seul à une table dans un coin, observant les premiers clients. « Pourquoi avoir choisi de tester les gens de cette manière ?» lui demanda-t-elle enfin, la question qui l'avait hanté depuis le début, se déguiser en vieil homme dans le besoin. Édouard fixa sa tasse un instant. « Quand on a de l'argent, Maya, les gens ne montrent que leur meilleur visage. Des masques parfaits. Je ne sais jamais qui ils sont vraiment, tant qu'ils croient n'avoir rien à y gagner. »« Et qu'avez-vous tiré de tout cela ?» demanda-t-elle. « L'espoir, » répondit-il simplement. « La confirmation qu'il existe encore des personnes prêtes à faire ce qui est juste, même lorsque personne ne les regarde. » La semaine suivante, le café de la famille Dubois inaugura sa première exposition, un mur entier dédié à retracer l'histoire de l'établissement, depuis sa fondation jusqu'au braquage, puis sa restauration. Au centre, une photographie agrandie montrait Thomas Dubois, l'arrière-grand-père de Maya, debout devant le café d'origine. Richard Moreau, contraint par un accord extrajudiciaire humiliant, fut obligé d'assister au vernissage de l'exposition. Il se tenait dans un coin, manifestement mal à l'aise, tandis que les visiteurs le dévisageaient par moments, le reconnaissant grâce aux informations. À un moment donné, Maya s'approcha de lui délibérément. « Monsieur Moreau, » dit-elle. Il se raidit. « Mademoiselle Dubois. Savez-vous pourquoi je n'ai pas poursuivi votre famille au pénal alors que j'en avais largement les moyens ?» Richard secoua la tête, incapable de soutenir son regard. Parce qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice, de vérité. Elle fit une pause. Et la vérité, contrairement au pouvoir ou à l'argent, ne peut jamais être volée. Elle peut seulement être dissimulée, temporairement. Un mois plus tard, le magazine Éthique et Affaires publia un portrait en pleine page de Maya,
la présentant comme un exemple d'une nouvelle génération de dirigeantes engagées pour la justice sociale. Ce même mois, Christopher Moreau, incapable de retrouver un emploi dans le secteur, commença à travailler dans un entrepôt en périphérie de la ville. « Que feriez-vous différemment ?» demanda un journaliste à Maya lors d'une interview. « Si vous pouviez revenir à ce jour-là, au café ?» Maya sourit. « Absolument rien. Chaque instant de cette humiliation m'a mené exactement là où je devais être. » En dernière page de l'article, une photo montrait Maya et Édouard côte à côte dans le nouveau café. Non pas comme patronne et employée, ni comme sauveuse et victime, mais comme partenaires égaux dans une mission commune de transformation. Sous l'image figurait une simple citation de Maya. « La gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est le courage de préserver son humanité dans un monde qui tente sans cesse de vous la voler. » Pendant ce temps, dans un autre café de la ville, Christopher Moreau venait d'être recalé une nouvelle fois à un entretien. Son nom était devenu synonyme de préjugé d'entreprise. Son avenir aussi vide que son regard. « Ma vie est fichue », murmura-t-il. Une serveuse s'approcha et posa une tasse de café fumante sur sa table. « C'est pour nous », dit-elle gentiment, ayant reconnu sa situation. Christopher leva les yeux, surpris par cette bonté inattendue, la même bonté qu'il avait refusée à tant d'autres. Parfois, la meilleure leçon n'est pas simplement de perdre ce que l'on a, mais de comprendre enfin la valeur de ce qu'on n'a jamais su apprécier. Telle est la puissance transformative d'un simple acte de bonté, il peut détruire des empires d'arrogance et bâtir des héritages de dignité. Si cette histoire de courage et de justice vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui prouvent que la vraie grandeur ne se mesure pas à l'argent, mais à la manière dont on traite ceux qui n'ont rien à offrir.